Décembre 2025 n'a pas seulement redéfini la cadence militaire du Burkina Faso, il a marqué un tournant majeur dans la stratégie de défense nationale. En l'espace de 10 jours, les forces burkinabées ont mené plus de 40 opérations coordonnées, mettant à mal les bases ennemies et détruisant l'idée même de trêve. Mais qu'implique cette nouvelle approche pour le futur immédiat du pays et pour les stratégies de combat d'Ibrahim Traoré? Ce mois de décembre ne s'est pas seulement écoulé dans les statistiques, il a posé les fondations d'une guerre continue, d'une persistance sans retour en arrière. Décembre 2025 a été un mois de transformation radicale pour le Burkina Faso, un mois qui a vu les forces militaires passer d'une défense statique à une offensive constante. Ibrahim Traoré, avec sa vision claire, a fait le pari de la vitesse de l'initiative et de la répétition. Mais ce n'était pas sans risque. En bouleversant le calendrier habituel des combats, il a risqué de pousser ses troupes à l'épuisement, de provoquer une résistance plus tenace de la part des groupes armés. Pourtant, ce rythme imposé a permis de créer un nouvel équilibre. Les habitants des zones affectées ont commencé à ressentir un retour à la vie normale, même au cœur du chaos. Des routes rouvertes, des marchés redevenus actifs et une population qui petit à petit retrouvait confiance. Ce n'était pas une victoire immédiate, mais une promesse de stabilité durable. Ibrahim Traoré a misé sur une chose, la persistance. Si cette stratégie réussit, elle pourrait transformer le pays en un bastion de résistance autonome. Mais si elle échoue, elle risque de coûter cher à tous ceux qui ont cru en elle. Le mois de décembre 2025 a marqué un tournant dans la guerre au Burkina Faso. En 10 jours seulement, les forces burkinabées ont mené plus de 40 opérations militaires. Chaque action était une réponse rapide, une initiative visant à priver les groupes armés de tout répit. Mais cette stratégie de mouvement constant qui a pris de court l'adversaire a aussi montré des résultats très concrets. En rendant les zones rurales plus accessibles et en redonnant vie à des villages autrefois abandonnés, Ibrahim Traoré a réussi à imposer une vision qui va au-delà de la simple guerre. L'initiative qu'il a lancée a transformé le terrain de jeu militaire, mais aussi la perception qu'avaient les populations locales de leur propre sécurité. Là où la peur régnait, l'espoir a commencé à reprendre racine. Les opérations militaires ont été coordonnées à une échelle impressionnante, mais ce n'était pas simplement une question de force brute. Derrière chaque action se cachait une approche méthodique, avec des missions de surveillance, des frappes ciblées et surtout une logistique de terrain qui assurait que chaque mouvement était soutenu. Le pays, jusque-là figé dans une défense passive, a fait un pas audacieux vers une dynamique où l'ennemi n'avait plus le temps de se préparer, de se regrouper ou même de respirer. Ce changement de rythme était l'essence même de la stratégie d'Ibrahim Traoré, empêcher l'ennemi de trouver un terrain de repos et ainsi de restaurer le contrôle de l'État sur son territoire. Mais ce n'était pas qu'une question militaire, c'était aussi une guerre psychologique. En imposant une cadence rapide et incessante, Traoré a bouleversé l'équilibre des forces. Les groupes armés n'avaient donc plus le temps de se regrouper ou de se préparer à chaque nouvelle offensive. La guerre ne se limitait plus à un simple affrontement physique, mais devenait un jeu de patience et de résilience où chaque côté tentait de tenir le plus longtemps possible. Pour le Burkina Faso, cette stratégie représentait bien plus qu'un simple changement militaire. Elle incarnait l'espoir d'une nation qui retrouvait progressivement son rythme. Ibrahim Traoré, l'homme au cœur de ce changement, n'a pas simplement agi en militaire. Il a su s'imposer comme un leader visionnaire, capable de conduire son peuple dans un nouveau paradigme de guerre. Mais ce n'était pas un chemin facile. Derrière la cadence infernale des opérations militaires se cache une stratégie profondément humaine. Traoré savait que pour que cette offensive soit viable, il fallait tisser un lien solide entre l'armée et la population locale. Il a mis en place un système où les volontaires civils, les guides locaux
et les troupes régulières travaillaient main dans la main pour sécuriser les zones fragilisées. Cette approche basée sur l'implication locale est devenue le fondement de la réussite précoce de cette stratégie. Au-delà de la guerre physique, ce changement de rythme a eu des répercussions immédiates sur le moral des forces burkinabées. La fatigue accumulée par des années de défense passive a cédé la place à une motivation renouvelée. Chaque opération réussie, chaque zone sécurisée redonnait de l'espoir et renforçait l'unité au sein des troupes. Les déserts de guerre laissés par des années d'incertitude ont commencé à se peupler de nouvelles actions militaires et de signes de vie. Le sentiment de perdre n'était plus une option, car chaque avancée était perçue comme une victoire collective, non seulement pour les militaires, mais aussi pour les civils qui en bénéficiaient directement. Les premiers résultats visibles ont été frappants. Des routes réouvertes, des marchés revivifiés et une présence de l'État qui n'était plus perçue comme sporadique mais constante. Ce ne sont pas seulement les soldats qui ont vu un changement, mais aussi les habitants, qui ont ressenti une transformation radicale de leur quotidien. Ibrahim Traoré n'a pas simplement mené une guerre, il a lancé une révolte contre la passivité et la peur, offrant à son peuple une chance de se relever. Décembre 2025, une date gravée dans l'histoire du Burkina Faso. Après des années de défense passive, Ibrahim Traoré a lancé une offensive continue dont la première phase s'est déroulée sur une période de 10 jours. Ces 10 jours ont été marqués par une série de frappes militaires qui ont bousculé les fondamentaux de la guerre asymétrique. La stratégie n'était pas de s'installer dans des batailles longues, mais de frapper vite, frapper fort et toujours maintenir la pression. Dès le premier jour, les forces burkinabées ont mené des attaques simultanées sur plusieurs fronts, rendant l'ennemi incapable de s'adapter à ce nouveau rythme de guerre. Les premières opérations ont ciblé des points stratégiques, notamment les corridors frontaliers et les bases ennemies cachées dans les forêts. Ce n'était pas une guerre conventionnelle. Les troupes se déplaçaient rapidement, s'installaient, frappaient, puis se retirer pour revenir sur les mêmes zones quelques heures plus tard. Cela a créé un sentiment de confusion parmi les groupes armés qui, pour la première fois, se sont retrouvés dans une position défensive continue. Ils n'avaient plus le temps de se regrouper ou de se préparer à chaque nouvelle offensive. L'élément de surprise, autrefois leur principal atout, a disparu. Chaque mouvement des forces burkinabées était un coup de marteau qui fissurait le moral de l'ennemi. Les forces aériennes, quant à elles, ont joué un rôle clé. Elles ont effectué des missions de surveillance et de frappe avec une précision inédite, guidant les troupes au sol et détruisant les positions ennemies en temps réel. Cette coordination interarmes, qui n'avait jamais été aussi fluide, a marqué un tournant dans la capacité de réaction des forces burkinabées. La guerre est devenue un enchaînement de frappes qui ne laissait aucun répit aux adversaires. En parallèle, la population a commencé à ressentir les effets tangibles de ces opérations. Alors que les routes étaient sécurisées, les marchés réouverts et que la présence de l'État se faisait plus visible, un changement psychologique s'opérait. Ce n'était plus seulement un gouvernement en guerre, mais un gouvernement qui revenait là où il avait disparu, rétablissant un semblant de normalité dans des zones où l'insécurité régnait depuis des années. Les habitants, autrefois reclus, pouvaient à nouveau se déplacer sans peur, travailler sans crainte et retrouver une certaine stabilité. Cependant, ces succès militaires ne sont pas venus sans leur lot de défis. Les forces burkinabées étaient de mise à l'épreuve par un rythme épuisant. Maintenir une telle cadence de frappe sans relâche, tout en s'assurant que les troupes restaient motivées et en bonne santé, était une tâche complexe. Mais ce défi a été relevé grâce à un système logistique bien huilé, qui garantissait des rotations rapides des unités, des points de ravitaillement avancés et des périodes de repos bien planifiées. C'était une stratégie de longue haleine où chaque étape s'appuyait sur la suivante. Les groupes armés, eux,
se sont retrouvés dans une situation inédite. L'attaque permanente, la rupture de leurs cycles habituels a engendré un épuisement psychologique et physique. Les zones jadis considérées comme des refuges sont devenues des pièges et les routes frontalières, autrefois des lignes de fuite, étaient désormais des cercles sans fin. Chaque mouvement militaire était une porte fermée derrière eux et la peur, qui était leur allié pendant des années, s'est progressivement déplacée vers eux. Le calme de la guerre s'est transformé en un rythme oppressant où chaque instant était potentiellement un moment de défaite. Les résultats des opérations militaires menées en décembre 2025 sont impressionnants, non seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue quantitatif. En moins de 30 jours, plus de 40 interventions coordonnées ont été menées par les forces burkinabées. Ces missions ont non seulement permis de sécuriser des centaines de kilomètres de routes et de reprendre des territoires clés, mais elles ont également montré une efficacité sans précédent. Selon les chiffres consolidés du commandement militaire, ces opérations ont permis la reconquête de plus de 200 villages, dont beaucoup avaient été sous contrôle rebelle pendant des mois, voire des années. Le rythme des attaques a été l'un des facteurs décisifs de cette réussite. En moyenne, une intervention a eu lieu toutes les 17 heures. Ce chiffre est particulièrement révélateur du changement de stratégie. Là où les forces burkinabées opéraient dit traditionnellement sur la base de plans à long terme, elles sont désormais passées à une approche d'action continue où chaque offensive préparait la suivante. Les chiffres ne mentent pas. Plus de 70% des opérations ont été menées avec une coordination interarmes réussie, une première dans le conflit. Les forces aériennes ont effectué près de 80 missions de surveillance et de frappe, chacune d'entre elles visant des objectifs précis qui avaient été identifiés moins de 24 heures avant l'intervention. Cette précision a permis de minimiser les erreurs et d'augmenter l'efficacité des frappes. Les effets de cette stratégie se sont également manifestés sur le terrain. Là où l'insécurité régnait auparavant, les routes ont été réouvertes, permettant la circulation de centaines de convois humanitaires et commerciaux. Ces réouvertures ont directement facilité les déplacements et les échanges, réduisant ainsi les coûts logistiques de près de 25% selon les premières estimations. Un autre effet tangible a été la réduction drastique des désertions dans les rangs de l'armée. En décembre 2025, les taux de désertion ont chuté de près de 60%, un indicateur clair que la motivation des troupes était en forte augmentation. Les statistiques ne se limitaient pas aux seules victoires militaires. L'impact moral de ces opérations a été tout aussi important. L'effet psychologique de la guerre continue a eu un double impact. D'une part, il a épuisé les groupes armés qui se sont retrouvés dans une position défensive permanente. D'autre part, il a renforcé la confiance de la population locale en l'État, un aspect fondamental pour garantir la durabilité des opérations. Les forces burkinabées ont, de fait, transformé une défense passive en une offensive psychologique continue, et cela a eu un effet direct sur la perception du danger par les civils. En termes d'approvisionnement, la logistique a joué un rôle central dans ce succès. Plus de 200 points de ravitaillement ont été installés dans des zones clés, garantissant un soutien constant aux troupes engagées sur le terrain. Ces points, souvent situés dans des régions isolées, ont permis de maintenir une présence militaire continue sans que les soldats aient la besoin de quitter leur position pour se réapprovisionner. Cela a non seulement renforcé l'efficacité des troupes, mais aussi permis de maintenir une pression constante sur l'ennemi. Les données de décembre 2025, à la fois militaires et logistiques, témoignent donc d'une transformation radicale dans la stratégie de défense du Burkina Faso.
Ce n'était pas simplement une question de battre l'ennemi sur le terrain, mais de l'épuiser et de lui retirer le pouvoir psychologique qu'il avait acquis. Grâce à cette approche, l'État burkinabé a non seulement retrouvé une forme de contrôle, mais il a également réaffirmé sa présence là où il était autrefois absent. L'approche d'Ibrahim Traoré, bien que largement saluée pour ses résultats immédiats, n'a pas été sans critique. Certains analystes et experts en stratégie militaire se sont interrogés sur la viabilité à long terme de cette tactique de guerre continue. La vitesse et la surprise, bien qu'efficaces dans l'immédiat, risquent-elles de devenir un fardeau pour les forces burkinabées? La pression constante, bien qu'ayant donné des résultats sur le terrain, pourrait-elle conduire à une fatigue excessive des troupes? L'armée burkinabé, bien que renforcée par une logistique et une coordination sans précédent, n'est-elle pas en train de jouer un jeu dangereux en imposant une cadence aussi soutenue? D'un autre côté, l'argument fait en faveur de la stratégie d'Ibrahim Traoré repose sur des principes simples mais puissants. Priver l'ennemi de temps et d'espace et transformer la guerre en un processus continu. Dans une guerre asymétrique, l'ennemi dépend de la surprise, du temps et de la réorganisation pour mener ses attaques. En brisant ce cycle, en refusant à l'adversaire tout moment de répit, Traoré prive les groupes armés de leur force motrice. Cette stratégie de rupture fait écho aux enseignements des guerres modernes où la rapidité et la cohésion sont souvent plus importantes que la puissance brute. En choisissant cette voie, Ibrahim Traoré a non seulement transformé le paysage militaire, mais a aussi démontré que dans un conflit de cette nature, il ne suffit pas de gagner des batailles isolées, mais d'imposer un rythme qui épuise à la fois l'ennemi et ses propres troupes, tout en maintenant l'initiative. Les opposants à cette stratégie, toutefois, soulignent la vulnérabilité de cette approche à long terme. Maintenir un tel rythme nécessite des ressources exceptionnelles, un approvisionnement constant et surtout une capacité à anticiper les besoins des troupes. Une fatigue excessive pourrait mener à des erreurs de jugement ou à un épuisement moral parmi les soldats, ce qui pourrait compromettre l'efficacité de l'ensemble de la stratégie. De plus, si la logistique et la rotation des troupes ne sont pas rigoureusement respectées, cette guerre sans pause pourrait rapidement se transformer en une épuisante course contre la montre, où le moindre faux pas pourrait s'avérer catastrophique. En fin de compte, l'approche d'Ibrahim Traoré repose sur un équilibre fragile entre vitesse, ressources et morale. Si ce modèle de guerre continue de démontrer son efficacité dans les mois à venir, il pourrait bien représenter une nouvelle norme dans les conflits asymétriques. Mais sa durabilité, tant du point de vue militaire que psychologique, reste à prouver. L'une des leçons les plus marquantes du mois de décembre 2025 est que la guerre ne se résume pas seulement à des combats physiques, mais à un jeu subtil de perception et de continuité. Ibrahim Traoré a compris que la guerre est aussi un état d'esprit collectif. En imposant un rythme sans relâche, il a transformé non seulement le terrain militaire, mais aussi l'état d'esprit de toute une nation. La question n'est plus de savoir si la stratégie militaire va réussir, mais plutôt si le pays peut maintenir ce tempo sans se laisser submerger par l'épuisement. La véritable révélation réside dans l'impact psychologique sur l'adversaire et la population locale. Là où d'autres armées auraient cherché à se reposer après une victoire, les forces burkinabées ont opté pour l'inverse. Chaque victoire devient une nouvelle étape d'une guerre sans fin où l'ennemi est constamment en désavantage. Mais ce changement de rythme ne concerne pas seulement l'armée. Il a également renforcé l'autorité de l'État, symbolisant une résilience qui se reflète dans le retour de la confiance des civils, longtemps absents du processus de guérison du pays. Les conséquences des opérations militaires menées en décembre 2025 ne se limitent pas aux seules victoires sur le terrain. Ces actions
ont eu un impact direct et tangible sur la population burkinabé, redéfinissant les relations entre l'État, l'armée et les civils. Le plus grand effet visible a été la réouverture des routes et la reprise des échanges commerciaux. Des dizaines de villages qui avaient été coupés du reste du pays pendant des mois ont retrouvé leur accès aux principales voies de communication. Ce changement a permis non seulement la circulation de biens essentiels, mais aussi la reprise des marchés locaux, qui étaient devenus des lieux de rencontre et de vitalité pour les communautés locales. L'impact psychologique sur la population ne doit pas être sous-estimé. Avant ces offensives, de nombreuses zones rurales étaient paralysées par la peur, avec une population qui vivait dans l'incertitude constante. Le retour des forces de sécurité dans ces régions a symbolisé plus qu'une simple victoire militaire. Il a représenté un retour à la normalité, un retour à la vie. Les habitants, qui étaient autrefois des spectateurs passifs d'un conflit dont ils ne maîtrisaient ni le début ni la fin, ont retrouvé le contrôle de leur environnement. Ils ont vu l'État non seulement comme un protecteur, mais comme une présence active et constante dans leur quotidien. Les forces burkinabées, en imposant une cadence rapide et continue, ont non seulement perturbé les groupes armés, mais elles ont également créé une forme de continuité qui a renforcé la confiance dans la capacité de l'État à défendre ses citoyens. Ce phénomène a été d'autant plus marqué dans les zones où la guerre asymétrique faisait rage depuis plusieurs années. Le pays, qui avait longtemps lutté pour maintenir son intégrité territoriale, a finalement trouvé un modèle qui lui a permis de maintenir un semblant de stabilité, même en temps de guerre. L'impact militaire a également été visible dans les statistiques de désertion et de morale des troupes. Les forces burkinabées ont vu un renversement complet du phénomène de désertion, qui avait atteint des niveaux alarmants dans les années précédentes. La stratégie de rotation rapide, combinée à des réapprovisionnements réguliers et à un soutien logistique bien orchestré, a permis de maintenir l'efficacité des unités sans qu'elles ne s'épuisent. Les soldats se sentaient soutenus et ce soutien a joué un rôle clé dans la solidité de la cohésion des troupes. Néanmoins, ces gains sur le terrain et dans le moral des troupes ne doivent pas faire oublier les défis à venir. Le rythme imposé, bien qu'efficace dans un premier temps, comporte des risques. Une guerre sans pause, une guerre qui se nourrit de la répétition, peut se transformer en un fardeau insupportable si la logistique n'est pas rigoureusement maintenue ou si les ressources humaines et matérielles viennent à manquer. Il est encore trop tôt pour dire si cette stratégie pourra être soutenue à long terme sans compromettre la stabilité interne du pays. Mais les premiers signes sont positifs. Le Burkina Faso semble avoir trouvé un équilibre précaire mais fonctionnel entre l'action militaire et la résilience nationale. Dans les mois à venir, la situation au Burkina Faso pourrait prendre plusieurs directions, chacune marquée par des choix stratégiques cruciaux. Le scénario de base repose sur la continuité de l'offensive, avec des opérations militaires régulières qui maintiennent la pression sur les groupes armés. Si cette stratégie est maintenue, le pays pourrait voir un retour progressif de l'autorité de l'État dans les zones contestées. Les forces burkinabées, désormais habituées à ce rythme, continueront à sécuriser les routes, à restaurer les services de base et à assurer une présence constante dans les régions fragilisées. Ce scénario permettrait de maintenir la stabilité sur le long terme, mais il pourrait aussi entraîner une fatigue croissante parmi les troupes et une pression accrue sur la logistique. Les ressources humaines et matérielles devront être constamment ajustées pour soutenir cette cadence soutenue. Le scénario optimiste repose sur la consolidation des gains militaires et la stabilisation des régions reconquises. Si la coordination entre les différentes branches de l'armée continue de se renforcer et si les lignes logistiques se stabilisent, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de normalisation.
Les zones récemment sécurisées pourraient voir le retour d'administrations locales, la réouverture des écoles et la réactivation des systèmes de santé. Ce scénario offrirait un retour à une vie plus normale pour les populations locales, tout en permettant à l'État de démontrer qu'il peut assurer la sécurité sans dépendre d'interventions extérieures. Les forces rebelles, épuisées et désorganisées, pourraient se disperser davantage, ce qui offrirait une chance de reconstruire les communautés et de rétablir la confiance entre les civils et l'État. Le scénario pessimiste, en revanche, repose sur un épuisement progressif des forces burkinabées et une résurgence des groupes armés. Si la cadence des opérations ne peut pas être soutenue à long terme, les forces militaires pourraient s'épuiser, ce qui offrirait à l'ennemi une opportunité de regagner le terrain perdu. Une fatigue généralisée parmi les troupes, combinée à des erreurs logistiques et à des problèmes de coordination, pourrait entraîner un retour à une situation de guerre prolongée. Les pertes humaines et matérielles augmenteraient et la population pourrait commencer à douter de la capacité de l'État à maintenir la sécurité. Ce scénario augmenterait la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide extérieure, ce qui pourrait affaiblir la perception de sa souveraineté. Quel que soit le scénario qui se réalisera, la clé résidera dans la capacité à maintenir l'équilibre entre les exigences militaires et les besoins internes. Les défis sont énormes, mais la possibilité de transformer la situation en un modèle de résilience est tangible. Cependant, les mois à venir seront décisifs pour l'avenir du pays. Ce qui se joue au Burkina Faso aujourd'hui dépasse largement les frontières du pays. Le monde regarde avec attention l'approche d'Ibrahim Traoré, une stratégie audacieuse qui pourrait bien redéfinir la manière de mener des guerres asymétriques. Dans un contexte où de nombreux pays africains luttent contre des menaces similaires, cette guerre continue pourrait devenir un modèle, un exemple de résilience face à l'adversité. Mais cette situation soulève aussi des questions importantes pour nous, spectateurs extérieurs. Que nous dit cette guerre sur la nature de la résistance et de la persévérance? Peut-on comparer les défis auxquels le Burkina Faso fait face à ceux d'autres nations plus éloignées de cette réalité? Si ce modèle s'avère fructueux, il pourrait remettre en question l'idée même de la guerre traditionnelle, celle qui repose sur des batailles ponctuelles et des victoires immédiates. Au contraire, il souligne l'importance de la constance, de l'endurance et du courage quotidien. Cela nous amène à réfléchir sur nos propres notions de victoire, de justice et de rétablissement de l'ordre dans des contextes difficiles. Pour les jeunes générations, cette histoire pourrait aussi être un appel à l'action, un exemple de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle choisit de se relever face à l'effondrement. C'est une leçon de leadership, de gestion des crises et d'implication collective. Au-delà de la guerre elle-même, la question sous-jacente est la suivante. Comment pouvons-nous, en tant que société, faire face à nos propres défis de manière plus résiliente en adoptant une vision plus globale et plus persévérante dans nos vies quotidiennes? Pour que les avancées du Burkina Faso ne soient pas éphémères, un ensemble de mesures doit être mis en place pour assurer la pérennité des résultats obtenus. La première priorité est d'assurer la rotation des troupes. Les unités doivent être régulièrement remplacées afin de maintenir leur morale et leur efficacité. Cette stratégie de rotation rapide, combinée à des périodes de repos bien planifiées, est cruciale pour éviter l'épuisement des soldats tout en garantissant que l'initiative militaire continue sans interruption. Ensuite, la logistique doit être renforcée. Le réseau routier, récemment rétabli, doit être consolidé par la mise en place de dépôts régionaux et de couloirs d'approvisionnement sécurisés. Une armée rapide et efficace ne vaut que si elle peut se nourrir, se reconstituer et communiquer sans contrainte. Cette infrastructure logistique assurera la fluidité des opérations et permettra aux forces burkinabées
de répondre rapidement aux menaces tout en préservant une forte présence dans les zones sensibles. L'intégration civile est également une étape essentielle. Les administrations locales doivent reprendre dans les zones récemment stabilisées afin de restaurer les services publics et de renforcer la confiance des citoyens envers l'État. Cette normalisation doit être progressive mais constante. Il est crucial que les forces militaires, une fois leur mission accomplie, laissent place à une gouvernance civile, assurant ainsi la durabilité des gains obtenus. Enfin, la lutte informationnelle doit devenir une priorité. Le contrôle des informations et la gestion des rumeurs sont essentiels pour maintenir l'ordre et prévenir les tensions internes. Traoré a déjà mis en place des unités dédiées à la vérification des informations et à la pédagogie numérique. Cela permettra de renforcer la cohésion nationale en préservant l'unité et en minimisant les effets de la désinformation. Le Burkina Faso, à travers la vision d'Ibrahim Traoré, a montré au monde entier qu'une nation peut se relever même dans les moments les plus sombres. Ce n'est pas un territoire que l'on défend, mais une idée, celle que, malgré les épreuves, le peuple peut se tenir debout ensemble. Chaque opération, chaque sacrifice, chaque victoire sur le terrain représente un pas vers un avenir où la peur n'est plus le moteur des actions quotidiennes. Traoré a prouvé que la véritable force réside dans la persévérance, dans la capacité à tenir le cap face à l'adversité. À travers l'implication des civils et la constante présence des forces de sécurité, le pays a retrouvé quelque chose de plus précieux que la sécurité, l'espoir. L'espoir que même dans une guerre interminable, la paix et la stabilité peuvent émerger. La guerre n'est pas un événement ponctuel, mais un rythme, un effort continu. Pour les habitants, pour les soldats et pour l'État tout entier, cette résilience est désormais un bien plus grand triomphe que n'importe quelle victoire symbolique. Le parcours du Burkina Faso en décembre 2025 nous enseigne une vérité simple. La véritable force d'une nation ne réside pas seulement dans ses armes, mais dans sa capacité à rester unie face à l'adversité. Ibrahim Traoré a montré qu'en dépit de la guerre, il existe toujours une possibilité de se relever, de reconstruire et de vivre sans peur. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un conflit militaire, c'est celle d'un peuple qui choisit de résister, de durer. Aujourd'hui, alors que le Burkina Faso continue de relever les défis qui se dressent devant lui, il est essentiel que chacun d'entre nous réfléchisse à la manière dont nous pouvons, à notre échelle, contribuer à la résilience collective. Peut-être que dans nos propres vies, comme dans le contexte du pays, il est temps de voir la constance comme une véritable forme de courage. Que faisons-nous chaque jour pour persévérer dans nos propres luttes? Et à vous, en tant que citoyens du monde, comment pouvez-vous participer à cette démarche de soutien et de solidarité?